Dans cette deuxième et dernière partie, l'écrivain international Yasmina Khadra nous fera part de ses joies et ses peines, de ses coups de cœur et ses coups de gueule. Le fabuleux destin et le succès foudroyant de cet écrivain hors pair ne fait pas que des heureux dans la communauté intellectuelle. Tantôt décrié, tantôt remis en cause, l'écrivain nous dira sans détour les raisons qui, selon lui, conduisent à ce genre de réaction. Nous essaierons aussi de savoir pourquoi ce romancier, qui a bouleversé les points de vue purement occidentaux sur la réalité du monde arabe, demeure inconnu par le lecteur arabophone. Monsieur Khadra, bonjour et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Il y a tellement de choses à dire avec vous que donc on a décidé de vous revoir dans ce deuxième épisode. Et la première question qui me monte aux lèvres est de savoir pourquoi certains intellectuels algériens n'ont pas été cléments avec vous. Oh, quand vous dites certains intellectuels algériens, c'est-à-dire il y a peut-être 3 ou 4 bonhommes, hein, et on peut expliquer ça par beaucoup de choses. D'abord une frustration et traditionnellement les Algériens n'ont jamais été des best-sellers. Hein. On ne connaît pas beaucoup, il n'y a pas d'Algériens qui soient lus avec le même enthousiasme du Japon aux États-Unis. Donc pour certains, au lieu de s'accrocher à cette locomotive et faire avancer les choses, ils préfèrent, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça. C'est une question c'est une pathologie chez nous. C'est une pathologie chez nous et c'est dans le peuple arabe, dans la nation arabe. C'est très profond. Monsieur Khadra, je vais vous citer. Vous dites que vous pouvez trouver des amis au fin fond de la planète et des ennemis dans votre propre famille. On a le sentiment que derrière l'officier que vous avez été, derrière l'écrivain que vous êtes, il se cache un homme blessé. Jamais on ne m'a blessé. Vous savez ce qui me blesse? C'est mon pays. Moi, pourquoi dois-je être blessé? La preuve que je n'ai jamais été blessé, c'est comment dirais-je, la régularité de mon écriture, c'est-à-dire la constance de mon écriture, la constance de ma générosité, de mon talent. J'écris, donc tant que je ne suis pas touché, rien ne peut toucher mes livres. Et mes livres, jusqu'à présent, ont continué leur petit voyage en toute sérénité. Ce qui me blesse, c'est de voir mon pays sombrer dans des considérations roturières alors qu'il a tellement sacrifié, il est tellement capable de donner un visage rayonnant, une générosité intarissable. Il peut, c'est un modèle, l'Algérie, c'est un modèle, mais moi j'aurais souhaité que ce modèle soit considéré comme un exemple positif et non pas négatif. Donc ce qui me blesse, c'est tout ce qui touche à mon pays. Moi je suis très bien, je suis quelqu'un qui rit beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer le personnage complètement désopilant que je suis. Quand je rentre en Algérie, je laisse aux frontières ma autorité d'écrivain, enfin tout ce qui fait l'écrivain pour redevenir un enfant. Et je rencontre mes amis, ce sont toujours des militaires, ce sont mes amis d'enfance. Et si vous pouvez vous attabler à côté de nous, je suis certain que vous allez être très très étonné. Je suis quelqu'un de très heureux. Vous êtes un homme du désert et vous parlez souvent de votre pays d'origine, donc l'Algérie. Et quelle est votre relation avec le monde arabe? Est-ce que vous croyez à cette nation arabe? Bien sûr que j'y crois. Je ne crois pas à la Ligue arabe. Ah, parlons-en. La Ligue arabe, pour moi, c'est une honte. Pour bras cassés, pour grande gueule, pour des hypocrites, voilà. C'est la Ligue arabe. Le problème du monde arabe, c'est la Ligue arabe, c'est pas les peuples. Les peuples sont magnifiques. J'étais à Abu Dhabi, j'étais à Dubaï, j'étais à Koweït, j'étais en Syrie, j'étais en Irak. Ah, ce sont des peuples fantastiques, fantastiques. Prochainement, je vais partir au Liban. Nous avons des peuples magnifiques. Mais on n'a pas le satellite qui est capable de mettre en relief où on exerce cette beauté, cette générosité arabe, malheureusement. Et quand je dis arabe, je parle de toutes les composantes de la nation arabe. Hein.
Je parle, par exemple, en Algérie, des Kabyles, des Chewi, des Touaregs, tout ça, ça fait de nous une nation. Vous savez, notre diversité, c'est notre richesse. Quel est le rôle, finalement, de l'écrivain? C'est d'éclairer les consciences? Ce n'est pas obligatoirement son rôle, hein, parce que l'écrivain, ce n'est qu'un homme. Et un homme pourrait être éveilleur de conscience, aussi bien dans la littérature qu'à l'université, ou dans la peinture, la musique, ou dans la vie de tous les jours. La littérature, c'est tout simplement comment dirais-je, la domestication de la complexité de l'univers, des êtres et des choses. C'est tout. Donc vous pouvez trouver des écrivains qui racontent des histoires sans plus, d'autres qui écrivent pour divertir, d'autres qui racontent un peu leur propre vie. Ce sont les hommes qui sont derrière qui sont intéressants. L'habit ne fait pas le moine. Et vous pensez qu'en tant qu'écrivain, vous avez un message à délivrer à cet Occident arrogant et à ce monde arabe frileux? Je pense que l'Occident n'est pas aussi arrogant. Moi, quand je pense, j'ai deux façons de voir l'Occident. Il y a la doctrine occidentale qui est complètement néfaste pour l'humanité, et il y a les peuples d'Occident qui sont merveilleux. Ils ont cette curiosité saine d'aller vers les autres, d'essayer de comprendre. Ils ont cette curiosité qui fait d'eux des nations qui avancent. Nous, on n'a pas cette curiosité. Vous savez, pour l'anecdote, je voulais inviter un écrivain algérien ici au centre pour qu'il nous parle un peu de la littérature arabophone qui est très méconnue, alors que nous avons d'excellents écrivains. Et c'est un écrivain qui est très âgé, qui a beaucoup d'expérience et qui est chroniqueur dans 2 journaux, arabophones et francophones. Et il fait des chroniques, c'est un peu le spécialiste de la littérature mondiale. Vous savez ce qu'il m'a dit? C'est l'an dernier seulement. Il m'a dit, je ne vous ai jamais lu. C'est un chroniqueur qui n'a jamais lu l'écrivain algérien le plus lu et le traduit du monde. Vous voyez, c'est cette curiosité qui fait un peu, qui nous enferme dans une camisole néantisante. Et nous devenons pratiquement l'otage de nos propres refus d'être nous-mêmes. Nous refusons d'être nous-mêmes. Nous essayons de trouver notre reflet dans le regard des autres. Nous écrivons pour les autres. Nous attendons que les autres nous disent qui nous sommes. Quelqu'un ne connaît la gloire. C'est-à-dire quelqu'un qui est en Algérie ou bien au Maroc ou en Tunisie ou dans les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire il faut d'abord qu'il passe par la reconnaissance de l'Occident pour être reconnu encore, pour être entendu dans son pays. Et à propos des écrivains, peut-être parce que le citoyen arabe mal informé, mais il n'a aussi pas le droit de s'exprimer. Il y a la liberté de l'expression, la démocratie dans le monde arabe. Mais on a dépassé la liberté d'expression chez nous. Oui, dans le monde arabe, nous avons l'impunité d'expression. C'est-à-dire, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu ou assisté à un débat intellectuel ou politique véritable. Dans mon pays, par exemple. On n'assiste qu'à des confrontations, à des invectives, à des insultes, mais jamais à un débat intelligent, constructif ou instructif, jamais. Donc le citoyen, vous allez me dire que on l'empêche d'accéder à telle ou telle chose. Il y a Internet maintenant. Internet, ça a fait exploser les frontières. On ne peut plus cacher rien à personne. Et quand j'étais il y a quelques mois en Algérie, pour voir si la malveillance et la mauvaise foi de certains journalistes ont réussi à semer les troubles dans les esprits des Algériens. Et vous savez, à Alger, la télévision algérienne a attendu 4 heures pour s'entretenir avec moi, tellement il y avait un monde de fou à Alger. À Annaba, il y avait 700 personnes qui sont déplacées au théâtre régional d'Annaba. Et quand on a quitté le centre pour aller à la librairie faire des signatures, la gendarmerie est intervenue. Elle a pensé qu'il s'agissait d'une manifestation. Et à Constantine, le théâtre régional était archi-comble. Quelqu'un m'a dit, qui travaille dans ce théâtre depuis 20 ans, il m'a dit, je n'ai jamais vu le théâtre aussi plein. Et pourtant, c'est un écrivain qui a rassemblé tous ces gens-là. Ce qui prouve que le peuple algérien ou le peuple arabe n'est pas inattentif à ce qui se passe. Il n'a pas les moyens d'aller vers ses rêves. C'est tout. Mais quand ce rêve vient chez lui, il l'accueille avec un bonheur et un enthousiasme extraordinaire. Un de ses rêves, c'est la démocratie. Oui, la démocratie. Que cette démocratie, pourquoi elle peine à émerger? D'abord, il faut comprendre une chose. Quand je dis démocratie, je n'essaie pas de copier celle de l'Occident. Moi, je n'y crois pas à cette démocratie. Elle n'existe pas. C'est une démocratie sélective. On est à Paris.
dans le pays qui a donné naissance à la démocratie. Eh bien moi, je suis constamment censuré par endroits. Voilà. Je suis disqualifié parce que je ne veux pas répondre aux normes qu'exige Paris quant à la définition ou la configuration d'un écrivain, maghrébin ou africain, parce que je suis libre. Donc la démocratie, pour moi, ça a été une utopie. Ça a été au départ un slogan assez porteur, mais maintenant, ce slogan s'est émietté contre l'absurdité qui gère le quotidien de tout un chacun aujourd'hui. Donc, ce que j'entends par démocratie, c'est la maturité et le courage d'écouter les autres. Parce que c'est un courage que d'écouter les autres. Et surtout, la maturité qui voudrait que l'on s'inspire des reproches des autres pour se corriger. Quelqu'un qui vous attaque, de manière assez intelligente. C'est pas qu'il vous attaque par l'insulte, comme ça se passe chez nous. Mais quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention sur certains de vos défauts. Eh bien, ce quelqu'un vous rend service. Et le problème chez nous, beaucoup de gens se croient parfaits. Ils ne se remettent jamais en question. Et le malheur de quelqu'un qui est parfait, entre guillemets, c'est qu'il n'a pas le sentiment d'être obligé d'avancer ou de se parfaire. Selon vous, quand est-ce que les peuples arabes pourront choisir leurs gouvernants en toute liberté, et quand est-ce qu'ils peuvent aussi leur demander des comptes? D'abord, quand ils auront pris conscience de l'importance de leur destin. D'accord? Parce qu'à ma connaissance, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ces gens-là. Quand ils auront pris conscience, comme les Occidentaux, de l'importance de leur destin, quand ils seront exigeants vis-à-vis des gens qu'ils élisent, à partir de ce moment, ils pourraient prétendre à beaucoup d'autres choses. Mais tant que les élections, pour eux, ce n'est qu'une formalité, eh ben, ils resteront toujours dans ce marasme et dans cette déréliction, tout azim, plurielle. Donc, vous jetez la faute d'abord Non, mais nous sommes tous fautifs. L'intellectuel est fautif. Parce qu'il n'a jamais su aimer l'autre intellectuel. Il n'a jamais su l'écouter. Il n'a jamais su le rejoindre. Je vais vous donner un exemple très simple. L'an dernier, je crois, il y avait un journaliste américain de ce qu'ils appellent l'agence de presse. Je ne sais plus comment ça s'appelle. AIP. Peut-être, oui. Il était venu ici pour un entretien avec moi et il me disait oui, mais vous pouvez quand même changer les choses, vous avez une notoriété, les gens croient en vous. J'ai dit les gens croient en moi, pas les intellectuels. Pas les intellectuels. Il me dit non, c'est une paranoïa. J'ai dit, je vais vous donner un exemple. On a parié $10. Mais c'était juste pour s'amuser. Parce qu'il pensait que j'ai dit, je vais écrire un appel aux consciences concernant le journaliste irakien qui avait jeté sa chaussure contre Bush. Oui. Voilà, c'était son procès. J'ai dit, je vais faire un appel aux consciences pour soutenir ce journaliste irakien. Je lui ai envoyé un journal algérien très important, Al-Watan. L'article est resté peut-être une dizaine de jours avant de paraître. Vous savez, au bas de la page, il n'y a eu aucune réaction. Aucune réaction des consciences. Pourquoi? Parce que c'était signé Yasmina Khadra. Alors j'ai envoyé un mail à ce journaliste américain pour lui demander pour réclamer mes $10. Voilà. Vous les avez eus? Non, mais c'était juste... oui, je sais. Gentil. Alors justement, par rapport à vos écrits, moi, j'ai trouvé une lettre ouverte que vous aviez adressée en 2007 oui. à l'ancien chef du gouvernement algérien, oui. Qui était Monsieur Belkadem Abdelaziz. Et alors, vous disiez, mais vraiment des mots très, très, très forts qui ont un poids extraordinaire, que tout Algérien qui meurt de mal-vie est un crime et tout cerveau qui fuit est un assassinat. Et vous faisiez référence surtout à ce phénomène qu'on appelle en Algérie les haragas. Oui. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous ne dénoncez plus rien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous entendez par aujourd'hui? C'est-à-dire, on est en 2010. Oui. On vous a approché, on vous a proposé... Ou alors c'est le fait qu'on vous a proposé... Non, écoutez, si maintenant il faut dénoncer juste pour montrer aux gens que je suis libre, ça ne m'intéresse pas. Quand j'interviens,
c'est parce que je crois en quelque chose. J'ai écrit cette lettre pendant que j'étais encore directeur du centre culturel. Et ce n'est pas pour... des gens me disent, oui, mais c'est le silence. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense. Toujours. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines. Vous pouvez lire. Je dis, quand j'ai été attaqué par un comité qui criait au néocolonialisme contre la caravane Albert Camus en Algérie, j'ai rendu leur monnaie à ces gens-là. Il ne faut pas croire que parce que je suis dans ce centre, j'ai changé. Je ne changerai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai cette chance de réunir les 3 éléments constitutifs de la souveraineté d'un homme. 1, je n'ai rien sur la conscience. 2, je suis complètement libre, donc je ne suis assujetti à aucun courant et à aucun clan. 3, j'aime, je suis amoureux. Et quand on réunit ces 3 éléments-là, on devient le maître du monde. Donc, quand je vois quelque chose qui est complètement aberrant, j'interviens, non pas en tant qu'électron libre, comme on dit, mais en tant qu'Algérien. Parce que mes interventions, ce sont des interventions qui sont motivées par une colère saine, par une colère citoyenne. Je n'ai pas derrière moi un lobby sioniste ou un réseau parisianiste qui me pousse contre mon pays. J'écris parce que j'aime mon pays et je n'ai pas de haine vers les gens à qui j'adresse cette diatribe. Je veux juste les éveiller à eux-mêmes, pas plus. Alors, certains pensent qu'un écrivain international de votre acabit est ministrable. Vous verrez ministre de la culture? Je n'accepterai jamais d'être ministre. Jamais. Je vais vous dire une chose. Pourquoi j'ai accepté de diriger le centre culturel algérien? Pour 1 milliard de raisons. 1 milliard de raisons. D'abord parce que c'est la culture, et moi je crois dans la culture algérienne. 2, parce que je pensais avoir des amis dans ce milieu. Quand les universitaires, certains journalistes, certains écrivains me rencontrent, certains artistes, moi j'ai le sentiment qu'ils m'aiment. Et je me suis dit, bon, à partir de ce centre, on va peut-être rassembler les Algériens autour d'un idéal, on va peut-être essayer de proposer notre générosité aux autres, de se construire, de se rassembler, de s'aimer, de réapprendre à s'aimer en tant qu'Algérien. Eh bien non. Ce sont ces gens-là qui m'ont censé, qui d'un seul coup ont commencé à m'enfumer. Donc je me suis dit, je fais ce pas, mais jamais un deuxième. Alors, on revient à cet écrivain international, Monsieur Kadra, vous avez été traduit dans plus de 20 langues. 37 langues. 37 langues, donc, dans plus de 40 pays. Oui. Connaît-il de l'arabe? Ben, je suis traduit aussi en arabe, en Algérie, au Liban, oui. Et même à Qatar et à Abu Dhabi. Oui, ça commence. Je commence à intéresser le lectorat arabe. J'ai un collègue à vous, l'écrivain marocain Tahar Benjelloun, avait dit que si on lui demandait de parler en arabe, c'est lui demander de se taire. C'est aussi votre cas, parce qu'il est berbère et il ne maîtrise pas cette langue. Est-ce que c'est votre cas? Tahar Benjelloun ne maîtrise pas la langue arabe? C'est ce qu'il a annoncé. Non, il faut le comprendre autrement. Il faut le comprendre autrement. C'est-à-dire, quand on l'empêche de parler dans la langue par laquelle il excelle à coordonner sa pensée avec ses propos, et quand on lui impose une langue où il serait obligé de bégayer, de chercher ses mots, de perdre du temps et de se perdre en chemin, peut-être... Votre cas aussi en arabe? Non, moi je parle en arabe, mais je parle très mal le français, je parle très mal l'arabe, je parle très mal le kabyle, je parle très mal le russe, je parle très mal l'anglais. Je suis même un petit peu dyslexique. J'ai passé 36 ans de ma vie dans l'armée, et dans l'armée, on m'a appris à me taire. C'est pour ça que j'écris. On m'a appris à me taire. Donc j'écris pour parler. Et je ne peux parler qu'à travers l'écriture. Voilà. C'est tout ce sont des automatismes, la langue. C'est un apprentissage de tous les jours. Moi, je ne parlais pas français. Avant janvier 2001, je dis bien avant janvier 2001, c'est-à-dire l'année où je suis arrivé en France, il m'était impossible de construire une phrase, c'est-à-dire par l'oralité, verbalement. Il m'était impossible de construire une phrase convenablement. Et comme mon éditeur était au bout de fil, quand j'étais en Algérie, on parlait comme des espions, et puis on était dans la paranoïa, dans la suspicion et tout, eh ben, je ne trouvais pas les mots les plus courants.
Et pourtant, comme vous aimez vous qualifier, vous êtes un bédouin, c'est-à-dire un homme du désert, dont la tradition se transmet oralement. Oui, absolument. Oui, mais j'étais ravi à ma famille à l'âge de 9 ans. Je n'ai pas eu le temps de grandir dans ma tribu. Et même, j'avais aussi ça dans les jeunes. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je crois, ou 12 ans, je parlais un arabe fluide. J'adorais la poésie arabe. Pour moi, les Arabes, ce sont les plus grands poètes de tous les temps. Il n'y a aucun poète au monde capable d'égaler le dernier poète arabe abbasside. Aucun. Donc voilà, c'est une langue cosmique, l'arabe. C'est une langue merveilleuse. D'ailleurs, ça veut tout dire. Donc, mais j'ai assisté à quelque chose. Vous savez, quand on était en classe, à l'école des cadets, c'était une école militaire, on voulait faire de nous une élite. On voulait faire de chaque cadet un génie. Et donc, on avait des séances de lecture pour parfaire un peu notre diction. Et puis, il y avait le professeur qui tournait, qui se mettait toujours derrière le cadet qui était en train de lire, l'élève qui était en train de lire, et à chaque lapsus, il le grondait. Et puis, à un certain moment, il est venu s'installer devant l'élève qui était juste devant moi. Et l'élève, il était tellement intimidé qu'il n'arrêtait pas de faire des lapsus. Et le professeur s'est mis en colère et lui a tapé sur la tête avec un compas, avec la pointe d'un compas. Il était juste en face de moi. Et je voyais ce clou s'enfoncer dans le crâne de mon ami. Et j'étais tellement terrifié, j'avais 12 ans, que plus jamais je n'ai réussi à parler l'arabe comme je le parlais avant. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de lire convenablement un livre en arabe. Alors, je demande à ma femme de me le lire. Je le rappelle encore une fois, vous avez fait une carrière d'officier, vous avez commencé à écrire et à éditer vos livres avec un pseudonyme qui est Yasmina Khadra. Non, j'ai commencé à éditer mes livres avec mon vrai nom, Mohamed Moule Souhoul, en Algérie. Mais c'était des livres complètement modestes. Moi, ce qui m'importait à l'époque, c'était m'initier à l'écriture. Et comme c'était l'armée qui m'autorisait à publier. D'accord, mais moi, je voulais en venir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Yasmina Khadra, c'est le nom de votre épouse? Ce sont les prénoms de ma femme, oui. Ah, d'accord. Oui. Quand on lit, Dieu seul sait, si je n'ai pas lu pratiquement tous vos livres, quelle est votre relation avec la femme? On n'a pas le sentiment que vous je suis féministe. À votre maman, à votre épouse, à votre fille. Oui, mais quelle place? Le fait même de donner, de mettre sur la couverture de mes livres en tant qu'auteur les prénoms d'une femme, ça veut tout dire. Moi, je suis féministe par vocation. Je suis féministe. Je crois dans le courage de la femme. Je crois dans la lucidité de la femme. Je crois que la femme est beaucoup plus lucide que l'homme. Je ne peux pas dissocier la femme de ma vie de soldat. La société, c'est un peu comme une caserne où l'hiérarchie est imposée. Et souvent, le subalterne est plus intelligent que le Par exemple, chef. dans vos livres, on sait beaucoup de choses sur votre père. Mais votre maman, à part qu'elle est nomade d'origine, très discrète, vous n'en dites rien. Votre épouse aussi a beaucoup de pudeur. Oui, mais je n'ai écrit qu'un seul livre sur ma vie. Moi, je ne suis pas là pour écrire sur ma vie. Je ne suis pas le centre du monde. J'ai écrit, et c'est vrai que ma mère était absente dans ma vie. Elle était absente à l'âge de 9 ans. On m'a arraché à ses bras pour me mettre dans une caserne. Et je l'ai perdu de vue. Quand je rentrais chez moi, c'était uniquement pendant les vacances. Et pendant les vacances, j'avais tellement soif de mes rues, de mes kiosques, de mes amis, que je ne restais même pas à la maison. Quelle est votre relation avec Dieu? Je suis un musulman pratiquant. Je fais ma prière depuis l'âge de 9 ans. Ça fait 41 années que je prie, toujours avec la même ferveur. Et si je n'étais pas croyant, jamais je ne serais l'écrivain que je suis. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, Merci M. Khadra. Merci. Madame, Monsieur, notre émission prend fin. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 2 semaines à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.